L'enquête de la matinée. Bienvenue dans la dernière partie de ce grand matin. Ensemble jusqu'à 10h, il est 9h04. Au G7 des ministres de l'Intérieur, Christophe Castaner a créé la polémique en évoquant une collusion entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On en parle ce matin avec cette question. Les ONG sont-elles complices des passeurs? Vous nous appellerez 0826 300 300 et on en parle ce matin avec nos invités. Nous avons ce matin Alexandre Deval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, professeur à l'IPAC Business School et auteur du livre « La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct » aux éditions de l'Artilleur. Et il y a aussi Damien Lempereur, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Debout la France. Oui. Et nous aurons Alix Geoffroy, qui est coordinatrice d'Utopia 56 Paris, association d'aide aux migrants. Mais ce matin, on fait un petit point avec vous sur cette question, Clémence. Les ONG sont-elles complices des passeurs? Oui, et vous votez à 77%. Oui, les migrants, les ONG sont complices des passeurs, avec donc beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'accords, comme Machotte, qui nous dit qu'il faudrait connaître les accords que les ONG passent avec les passeurs et les subventions qu'ils touchent. Aficionado, lui, dit qu'on ne peut pas savoir puisque seuls les services spécialisés sont vraiment sur place, observent et regardent ce qui se passe. Vous pouvez continuer de commenter, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donner votre avis. Hashtag Sud Radio Matin, mais tout de suite, on passe directement au 0826 300 300 avec Ben qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Ben. Oui, bonjour à tout le monde. Écoutez, moi je trouve que c'est honteux. Ouais. J'ai honte pour mon pays, je vous le dis franchement. Parce que, comment ne pas s'indigner de ces propos quand on voit que des femmes, ce sont des femmes et des hommes qui quittent leur pays, hein, et qui se noient dans les mers, qui se noient. Et on n'a même pas la dignité de pouvoir les accueillir, de pouvoir... Monsieur, là franchement, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Ouais. Je suis fils de harki. Ouais. Hein? J'ai quitté l'Algérie il y a 60 ans. J'avais 7 ans. Vous savez comment on a été accueillis les harkis en France? Vous savez ce qu'on entendait à l'époque? Ouais. On entend exactement ce qu'on entend aujourd'hui. Ouais. Qu'il ne fallait pas recevoir les harkis. Qu'on nous a mis dans des camps de rapatriés, etc. Et bien quand j'entends ça, moi j'ai mal pour mon pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on est devenu, le harki? On est devenu des gens intégrés, adaptés, il n'y a aucun souci. Et bien ces migrants, ils suivent le même chemin que nous. Et on doit les accueillir. Ouais. C'est de notre dignité d'humain, et c'est aussi la grandeur de la France. Ouais. C'est ça qui a fait la grandeur de ce pays. Ouais. C'est son hospitalité. C'est ça qui fait les valeurs de ce pays. Si on part sur des chemins dont on ne maîtrise plus, dont on ne contrôle plus, la France va perdre son âme. Je vous le dis franchement. Ouais. La valeur d'un homme, c'est sa dignité. Et on n'a pas le droit de froisser comme ça la dignité des migrants et la dignité de ces hommes-là. Oui. Merci Ben, restez avec nous. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui vont sans doute réagir dans un instant après vos propos. 0826 300 300, vous pouvez parlons vrai sur Sud Radio. Alexandre Delval, qu'est-ce que vous répondez à Ben? Je m'inscris en faux. D'ailleurs, je suis très proche des harkis. Je me suis intéressé beaucoup aux associations de harkis. Je les ai connus dans le sud de la France. Il y a beaucoup d'endroits qui étaient des anciens camps, qui sont devenus des espèces de villages où on les a un moment parqués. Ce qui est la façon dont on a trahi les harkis à l'époque de Gaulle en les désarmant pour les laisser en pâture à l'ennemi, c'est absolument horrible et c'est une très belle cause, la cause des harkis. Mais utiliser la cause des harkis pour justifier l'accueil de centaines de milliers de personnes ou de millions de personnes en Europe qui n'ont pas forcément nos valeurs, je pense que c'est un petit peu déplacé parce que les harkis ils étaient battus pour la France. Ils avaient versé, on appelle ça, c'est un peu comme les pieds noirs d'origine maltaise ou italienne ou espagnole, c'est les Français par le sang versé. On peut pas mettre au même niveau quelqu'un qui s'est battu pour le pays et qui a été trahi par ses dirigeants et des gens qui, je peux les comprendre individuellement, viennent parce que on leur fait croire qu'un Eldorado européen, et c'est pour ça que j'accuse ces ONG, moi personnellement. Ils font croire à toute l'Afrique qu'il y a un Eldorado, et c'est pas un harki ou quelqu'un d'indigné qui répond, c'est le cardinal Sarah qui le dit, le grand cardinal Sarah guinéen, choisi par le pape. Il a écrit un livre récemment dont tout le monde parle, tous ceux qui sont un peu lucides en parlent. Il dit, c'est scandaleux, vous nous faites croire que c'est un Eldorado, vous nous débauchez nos élites, parce que celui qui vient, qui paye 5 000 € un passeur ou 3 000, c'est pas le pauvre, c'est pas celui qui cultive je ne sais quoi,
pas en Afrique. Donc il y en a, c'est-à-dire on envoie parfois des enfants, des familles, on essaie de... Mais on ne peut pas faire la politique avec de l'émotion. L'émotion, ce n'est pas la politique. On ne peut pas accueillir toute l'Afrique. L'Afrique va passer de 1 milliard à 2,5 milliards en 50 ans. Est-ce qu'on doit accueillir tous ceux qui vont essayer de partir en mer? Avant d'entendre Damien Lempereur, Ben est toujours avec nous. Qu'est-ce que vous répondez là du coup à Alexandre Delval qui dit oui, mais c'était pas tout à fait la même situation et on ne peut pas vraiment comparer, Ben. Mais je m'inscris en faux. Nous, quand on est arrivé d'Algérie, les Français ne considéraient pas les harkis avaient des valeurs pour la France, etc. C'est pas vrai. Les Français nous voyaient comme des Arabes. Pas tous les Français, je suis pas d'accord. Pas tous les Français. Mais attendez, monsieur, vous me permettez, moi je vous dis ce que j'ai vécu, ce que nous on a vécu. Pas tous les Français. On nous a vus comme des Arabes. On nous a pas vus comme des harkis, des gens qui avaient été loyaux vis-à-vis de la France, etc., etc. Non, on a d'abord, on perçoit physiquement d'abord. Voilà, et déjà on a été... Mais ça, c'est un autre problème. On a été rejetés par rapport à ça. C'est pas une raison pour accueillir toute l'Afrique. Monsieur, non, on va pas accueillir, rassurez-vous, monsieur, on va pas accueillir toute l'Afrique. Là, je peux vous tranquilliser, c'est pas toute l'Afrique qui va arriver, qui va débarquer. En tout cas, elle est tentée. Non, écoutez, monsieur, on recommence le même schéma avec l'Algérie. Là, l'Algérie, certains de vos amis d'extrême droite ou de droite disent attention, les Algériens vont arriver en masse en France, ce qui est faux. Merci. C'est absolument faux. Merci Ben. Damien Lempereur. Et puis on accueille aussi Alix Geoffroy, coordinatrice d'Utopia 56 Paris, une association d'aide justement aux migrants. Bonjour. Oui, Patrick Roger. Et c'était très intéressant parce que vous posez une question, à savoir est-ce que les ONG sont complices ou non. Et en fait, on répond tout de suite par l'émotion. Et là, c'est le drame des harkis, mais très souvent, parfois, on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, et on rentre directement dans l'émotion pour éviter de répondre à la question. La question, c'est est-ce que les ONG sont complices ou non? Moi, je pense qu'elles le sont à 2 niveaux. Et il faut sortir de l'émotion pour regarder les faits. Pourquoi Quand vous avez des associations qui viennent très près des côtes libyennes, par exemple, qui vont au-devant en réalité des passeurs, ce qui a d'ailleurs donné lieu à certaines enquêtes judiciaires en Italie. Il y a des rapports de Frontex également qui nous expliquent que les ONG, au-delà du rôle de secours qui est bien naturel, et personne autour de cette table-là, à Sud Radio, ne considérera qu'il faut laisser les gens se noyer. Lorsque Frontex nous explique qu'on dépasse son rôle d'association humanitaire pour finalement aller au-devant des passeurs, lorsque on voit que d'une certaine façon est organisé, en tout cas du côté des passeurs, un business qui est un business absolument ignoble, celui du trafic d'êtres humains, celui de l'esclavage. Et puis au-delà de ces faits précis et de ces soupçons finalement de véritable collaboration active, et la justice italienne par exemple tranchera, il y a tout simplement l'idée générale. L'idée générale qui est que à partir du moment, et ça, c'est pas du tout humaniste. À partir du moment où vous laissez penser à des millions, et peut-être même effectivement 1 milliard d'êtres humains ou plus, dans le monde, malheureusement, vous savez, il y a plusieurs milliards d'êtres humains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'ils ont le droit, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur statut de réfugié ou non, qu'ils ont le droit et qu'ils ont vocation à venir en Europe finalement. Vous créez un appel d'air et vous créez les drames, vous créez les noyés en mer Méditerranée. Alors, et moi, j'en veux beaucoup, Patrick Roger, pour conclure, j'en veux beaucoup à tous ceux qui, derrière des beaux discours humanistes, et en ramenant toujours à l'émotion, on nous montre souvent, vous savez, des photos d'enfants qui sont en difficulté, on nous raconte toujours des histoires, comme l'histoire des harkis. Moi aussi, comme gaulliste, je sais à quel point les harkis étaient un drame pour notre pays. On cache une réalité que plus vous donnerez l'impression qu'on peut accueillir beaucoup de monde, plus vous créerez des drames, et en plus, on n'est pas en condition aujourd'hui, malheureusement, d'accueillir ces êtres humains dans des conditions de dignité à la hauteur de ce qu'ils méritent. Coordinatrice d'Utopia 56, association d'aide aux migrants. Sur ce que disait à l'instant, notamment dans la première partie, Damien Lempereur, sur cette complicité ou pas des ONG avec les passeurs, qu'est-ce que vous répondez? Alors là, je ne sais même pas par où commencer dans tout ça. Sur ce point, en tout cas. Sur cette question, en tout cas, il est évident qu'il n'y a absolument aucune complicité. Les ONG passent leur temps à essayer de rattraper les difficultés mises en œuvre par les passeurs. Il est évident que les travailleurs humanitaires ne veulent pas que les passeurs vendent un passage dans un Zodiac pour 20 personnes à 70 personnes dans toutes les conditions et la dangerosité que ça implique, et essayent juste de sauver les personnes qui se retrouvent dans cette situation à cause des passeurs. On ne connaît pas les passeurs, ils ne veulent pas travailler avec les ONG évidemment parce qu'ils savent très bien que les intérêts n'ont absolument rien à voir. Et pourtant il y a eu quand même des liaisons téléphoniques. On ne fait que répéter des bêtises. Mais il y a eu parfois des liaisons téléphoniques qui ont été enregistrées. Mais les liaisons téléphoniques, on ne sait pas pourquoi. De toute façon, quand les ONG d'aide sauvent
sauvent des personnes en mer, ils ne demandent pas quelle est la profession de chacun et comment est-ce qu'ils sont arrivés là exactement. Donc il est possible dans ce cas-là qu'il y ait des liens, mais il n'y a absolument aucun travail ensemble et aucune connaissance des deux acteurs parce qu'ils n'ont juste absolument pas le même but. Allez, on poursuit dans un instant le débat sur Sud Radio. Migrants, les ONG sont-elles complices des passeurs ? La petite phrase de Christophe Castaner qui a fait beaucoup réagir depuis ce week-end. On en débat sur Sud Radio. Vos appels 0826 300 300 comme Ben, vous pouvez appeler. Et puis les commentaires sur les réseaux sociaux. On poursuit dans un instant. Oui, restez avec nous. Il est 9h14. Vous commentez 0826 300 300. Réserve de stock disponible. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h17, merci d'être avec nous. C'est la deuxième partie de notre débat. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a déclaré que les ONG ont pu se faire complices des passeurs en Méditerranée. Et on vous pose cette question justement, est-ce que les ONG sont-elles complices justement des passeurs ? On fait un point avec vous, Clémence. Oui, et vous répondez oui, à 77%, les ONG sont complices des passeurs, avec beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce vote majoritaire sur les réseaux sociaux. John précise, pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Un élevage de chats dans la gorge. Je suis désolée. John précise que certaines ONG incitent les migrants à mentir sur leur âge, leur origine et même leur religion. Et Marc Imbert, lui, à l'inverse, trouve que les complices des passeurs sont ceux qui interdisent aux réfugiés d'arriver en Europe. Les passeurs en profitent pour organiser les départs. On est en train de la perdre. Je vais vous lire les messages. Oui. Vous nous appelez 0826 300 300. On a déjà Guy qui est en ligne, qui nous appelle du Gers. Oui. Et vous continuez bien sûr à commenter sur les réseaux sociaux. #Sud Radio Matin. Bonjour Guy. #Sud Radio Matin. Bonjour. Coupez la radio parce qu'on l'entend à côté radio, là. Oui. Oui, bonjour. Allez-y. 30 secondes, je suis en voiture, je m'arrête. Voilà. Bien sûr. Vous ne pouvez pas parler avec le téléphone. Voilà. C'est bon, vous êtes en sécurité ? Allez-y, vous vouliez réagir. Oui, alors je veux réagir. Effectivement, les ONG sont complices et les gouvernements aussi. Parce que il n'est pas normal qu'on laisse se noyer des gens, ça c'est certain. Humainement, c'est pas possible. Mais entre noyer des gens à 400 km des côtes de Libye et les ramener en les faisant traverser la Méditerranée pour les débarquer en Europe, il y a une nuance qui est énorme. Vous pouvez les sauver de la noyade et les ramener sur le point de départ. Voilà. C'est tout. Donc les ONG, je ne vois pas les intérêts qu'ils ont, c'est de faire mousser cette affaire pour avoir de l'argent, pour que les gens profitent de dire je fais partie d'une ONG, je sauve des vies humaines, et voilà, tout ça, c'est au détriment... Mercantile, c'est, vous voyez, en fait, une préoccupation mercantile, vous, des ONG. Exactement. Alix Geoffroy va vous répondre. Est-ce que vous savez ce qui se passe au point de départ en question, monsieur ? Est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles ils sont au point de départ en question ? Oui, alors, et les conditions que vous allez leur donner en arrivant en Europe, c'est lesquelles ? Pour l'instant, c'est pas la torture. On n'est pas encore là, heureusement. On n'est pas encore. C'est pas parfait, mais pour l'instant, on ne torture pas les migrants sur notre territoire. Parce qu'en ramenant ces gens-là en Europe, vous allez éviter la torture chez eux. Si vous voulez éviter la torture chez eux, madame, c'est que c'est les gouvernements qui doivent faire pression sur les gouvernements des Africains qui sont torturés. C'est pas l'inverse. Et oui, mais ça, c'est pas le travail de l'humanitaire. Ah oui, c'est le travail l'humanitaire ne décide pas de l'école géopolitique. Ce n'est pas de l'humanitaire que vous faites. Ce n'est pas de l'humanitaire que vous faites en transportant des gens d'Afrique à ici. Ce n'est pas de l'humanitaire. Vous considérez qu'ils les transportent, alors qu'eux disent qu'ils les sauvent, quoi. Hein, ce qui est... Oui, ils les sauvent. Non, mais Guy, moi c'est... Voilà, attendez. S'ils les sauvent, ils les ramènent de leur point de départ, qui est à 50 km ou 100 km, c'est tout. C'est ça, sauver les gens. Alexandre, Alexandre Delvalle, il sauve des gens, géopolitologue. Il sauve des gens qu'ils ont fortement incités à venir prendre des risques énormes, parce que ces associations font même de la publicité dans toute l'Afrique, comment on entre en Europe, comment on sera aidé, même si on gruge. Même si à longueur de journée, par exemple, évidemment. À Ceuta, c'est très connu, les appels à projets pour revenir. À Ceuta, on a agressé les policiers qui surveillent la frontière entre l'Espagne et le Maroc. À peine après avoir agressé des policiers, avoir enjambé des murs et des barbelés, qu'est-ce qui se passe ? Les ONG sont là à attendre les gens. Ils leur donnent des kits, des manuels, des cartes, un petit peu d'argent. Il y a plusieurs associations qui font ça tous les jours.
retour. Pareil à Lampedusa, il y a tout un système qui incite des millions de gens à venir, et donc il les incite à venir se noyer, puisque comme il y a des risques en mer, forcément, et donc c'est ça qu'il faut... C'est grave ce que vous dites. C'est très grave. Moi, j'accuse ces ONG de créer un appel d'air absolument incroyable et de nous culpabiliser pour des faits qui sont commis par des États totalitaires dont nous ne sommes pas responsables. Ce raisonnement est insupportable. On serait responsable de ce qui se passe dans toute l'Afrique. Non, comme le dit le cardinal Sarah, qui, je répète, est guinéen, il a dit c'est scandaleux ce que font ces ONG. Elles viennent inciter tous les Africains à partir. Et donc, du coup, certains croient tellement que c'est l'Eldorado que des parents envoient leurs enfants prendre des risques inhumains. Et moi, j'accuse aussi ces parents qui envoient leurs enfants aller au casse-pipe en passant par la Libye. Mais quel est le parent qui laisse un enfant aller prendre des risques aussi graves? C'est scandaleux. Il faut aussi responsabiliser. Les gens sont responsables. Il y a des raisons. Et bien, c'est pas les plus pauvres. On le sait, il y a eu des rapports récemment très intéressants. Les vrais plus pauvres restent en Afrique. Ceux qui viennent, c'est les gens qui ont les moyens de donner de l'argent à des réseaux de passeurs. N'oublions pas que le parcours d'un migrant, on dit migrant, mais c'est des clandestins, c'est un parcours délinquentiel où une société, une boîte qui fait du travail au noir l'attend à Londres, en France, à Calais. Pourquoi ils veulent pas rester à Calais? Parce qu'il y a du business qui les attend à Londres, et c'est du business souvent illégal. C'est un parcours migratoire de type illégal. Le Maroc lui-même, c'était assez rigolo, c'est le Maroc qui accuse l'Europe d'être laxiste. Parce qu'en plus, on les finance, ces ONG. Avec l'argent de ceux qui sont contre ces ONG, on finance une partie de ces ONG. Alors 7% pour les uns, j'étais l'autre jour avec quelqu'un de SOS Méditerranée, 20% pour les autres, c'est déjà trop. On ne devrait pas financer avec l'argent public des gens qui appellent à désobéir à la loi. Et je conclus, ces ONG incitent à désobéir. Elles sont contre les frontières par principe. Un d'entre eux me l'a avoué, il m'a dit notre idéologie, elle est no borders. Et les frontières, c'est la loi, c'est l'État régalien. Ces ONG sont contre l'État tel qu'il existe. Elles sont contre les frontières. Ce sont des gens, des agitateurs qui sont contre le droit. Alex Geoffroy, donc sur ces accusations, parce que du coup, elles sont quand même fortes, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai jamais vu ça. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Il y a une organisation d'une manière ou d'une autre avec justement ces passeurs sur le terrain. Mais on l'a déjà dit ça, mais c'est une espèce de fatras de bêtises répétées. Est-ce qu'il y a les moindres sources pour ces choses-là? Vous avez déjà entendu Zuccaro, parler procureur de Catane, il a prouvé que Lifeline a totalement désobéi au garde-côte italien, totalement désobéi, et au centre de coordination des secours maritimes. Les ONG sont contre l'État régalien. Les bateaux, alors pour être plus précis, les bateaux affrétés par vos ONG désobéissent systématiquement aux gardes-côtes, non seulement des pays d'Afrique du Nord, comme la Libye ou le Maroc ou l'Algérie, mais elles désobéissent également aux gardes-côtes maltais, italiens, espagnols. C'est un appel total à la désobéissance civile. Bon, il faudrait une organisation, ce que l'on disait aussi, et ce qui était évoqué Frontex par Guy tout à l'heure, une organisation peut-être aussi des gouvernements pour travailler entre eux, pour éviter qu'il y ait ce que l'on dit, c'est-à-dire ces personnes qui partent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont devenir chez elles, quoi, Damien Lempereur, non? Oui, et l'auditeur avait raison, il y a une véritable responsabilité politique. Je suis le seul responsable politique à votre micro, et de façon un peu mesurée. Et j'aimerais effectivement attirer l'attention sur la responsabilité politique des différents gouvernements. Parce que complices, les ONG, en tout cas naïves, et je suis d'accord avec Alexandre Desvallées. Pour autant, ce que nous, politiquement, nous combattons, c'est cette idée, et qui est très répandue dans la classe politique française, mais également dans tout un petit milieu, un petit milieu parisien qui a beaucoup de voix dans les médias et qui considère que par définition, effectivement, les frontières sont des murs, que les frontières sont des obstacles, que c'est quelque chose de négatif, et que l'idée selon laquelle il faudrait accueillir toujours plus de monde serait quelque chose d'humaniste. Nous, à Debout la France, on est totalement opposés à cette vision qui, à mon avis, non seulement est fausse, mais qui en plus relève d'une certaine forme de complexe de supériorité qui me semble très mal placé. Je vous explique. Oui, il faut que je puisse vous expliquer, Patrick Roger. Oui, allez-y, je considère que les frontières ne sont pas des murs. Vous savez, une frontière, c'est comme la peau, ça laisse transpirer. Il y a des choses qui passent, qui sont bonnes pour l'organisme, et il y a des choses qu'on rejette. C'est tout à fait normal. Tous les pays du monde choisissent qui peut rentrer ou non sur le territoire. Moi, j'ai eu la chance, et je suis rentré en politique parce que j'ai eu la chance de voyager, et dans la mondialisation, j'ai découvert que, vous savez, tous les pays ont des frontières. Tous les pays décident, que ça soit le Maroc, que ça soit en Amérique du Sud, aux États-Unis,
qui rentre ou qui sort sur le territoire. Quand vous partez du constat et que vous avez en tête l'idée que des frontières ouvertes serait une démarche humaniste, en réalité, vous créez des drames. Vous créez des appels d'air qui, on l'a dit, conduisent à des noyés en Méditerranée. Les ONG, alors que certains pays, c'est pas elles qui décident. Mais je mets le. Non, mais elles incitent à désobéir à la loi. J'accuse les gouvernements. Elles incitent à un parcours clandestin. Un immigré qui vient. Madame, c'est très simple. La migration, normalement, elle doit être légale. Dès lors qu'on aide des gens à venir illégalement, ça s'appelle comment ? La Convention de Genève, ça vous dit quelque chose ? La Convention de Genève, ça n'a rien à voir avec le fait qu'un État a le droit de savoir qui vient chez lui, et il est normal de sanctionner ceux qui viennent de manière illégale. Moi, je suis fils immigré 100%. Mes parents ont immigré légalement. Ils ont demandé légalement un titre de séjour. Ils sont venus légalement. Ils ont été naturalisés légalement. Alors que vous, les ONG, vous aidez des parcours migratoires clandestins, illégaux, qui transgressent la loi. Alors, c'est votre droit. Alors, en fait, c'est la Convention de Genève qui statue que quand les personnes veulent quitter leur pays, ils ont le droit d'être sur le territoire. La Convention de Genève ne dit pas que les États doivent accueillir n'importe qui, et surtout pas des clandestins. Il faut la seule obligation, le droit d'entrer sur le territoire de la manière dont si demain il y a une guerre civile, on a le droit d'expulser qui on veut. Un État peut expulser qui il veut et il peut refuser quelqu'un d'entrer chez lui. Ce que vous dites est absolument faux. Un État a le droit de dire je n'accepte pas telle ou telle personne. Non, mais j'ai pas à répondre à votre question. C'est pas que c'est vrai ou faux. Non, mais c'est parce que j'ai entendu quelque chose de faux. Un État n'est pas obligé d'accepter des gens chez lui. Il décide qui vient, qui sort et qui répétez ça entre. tant que vous voulez. Ce que vous dites est faux. Allez, la réponse dans quelques instants, Alix Geoffroy. Et puis vos appels au 0826 300 300 pour réagir et les commentaires sur les réseaux sociaux. Absolument, restez avec nous. 9h27, c'est le Grand Matin Sud Radio. Sur laper.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Bienvenue dans la troisième partie Bienvenue aussi. Troisième partie de notre débat ce matin. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les ONG ont pu faire complices les passeurs en Méditerranée. Et on vous pose cette question, les ONG sont-elles complices des passeurs ? Et on a une estimation avec vous, Clémence, ce matin. Oui, vous votez à 77%. Oui, les ONG sont complices des passeurs, avec de nombreux commentaires comme celui de Stop, qui porte bien son surnom, qui dit « Ce sont des humains. A-t-on perdu toute humanité ? Devons-nous laisser ces personnes mourir en mer ? Le monde devient fou. » Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça répond en écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre Delvalle. Vous voyez, en fait, il y a des migrants qui disent aussi, on n'a pas, enfin des migrants, ou en tout cas des populations d'origine étrangère qui disent, sinon, si on nous avait laissé tomber, nous aussi, à notre époque, on ne serait pas là. Quoi. Mais secourir est une obligation, mais pas forcément d'amener en Italie. Pourquoi l'Italie devrait recevoir toute l'Afrique ? Secourir, c'est normal, mais on les ramène de là où ils viennent, et ils sont venus illégalement. Alix Geoffroy, que disent les textes internationaux, puisqu'on évoquait tout à l'heure la Convention en fait de Genève, juste avant la pause, quoi. Mais c'est très simple, c'est juste les textes qui définissent comment est-ce que marche le droit d'asile. Et donc, ce sont les textes qui définissent comment est-ce qu'une protection internationale peut être donnée aux personnes qui se retrouvent obligées de quitter leur pays à cause des persécutions, de la guerre ou d'une menace de mort imminente. Et donc, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de visa humanitaire qui permettent d'arriver dans un pays pour ces raisons, toute personne qui arrive sur un territoire et qui dépose une demande d'asile dans un pays qui a signé la Convention de Genève a le droit que son dossier soit examiné et que sa demande d'asile soit étudiée en vue de déterminer s'il est légitime à la protection internationale. Il peut le faire depuis son pays. Alors voilà, et c'est ça. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait pas... L'Union européenne veut que ça soit fait en amont. Dans les pays d'origine ou ailleurs, avant d'arriver en France. Non, mais ça pourrait être une idée qu'on mettrait en œuvre. Mais les ONG refusent totalement que ça soit fait en dehors de l'Europe. Elles veulent absolument que ces gens viennent ici. C'est vrai. C'est ça le problème. Mais de toute façon, les ONG, là, comme répètent les intervenants depuis tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. De la même manière que de mettre une idéologie sur toutes les ONG qui ont chacune leur valeur et leur mode d'opération, ça n'a absolument aucun sens. Donc non, il y a des programmes de relocalisation qui existent déjà, par exemple depuis la Grèce, etc., pour voir à ce que certaines personnes soient amenées ensuite vers d'autres pays de l'Union européenne. Mais quand on est en Afghanistan ou en Syrie ou en Érythrée et que la situation est absolument urgente et que c'est une question de vie ou de mort, et ben on s'échappe pour sauver sa vie et sa famille avant d'aller déposer des visas à quelque part. Cynthia est avec nous. Oui, Cynthia, 0826 300 300. Oui, Cynthia. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile, et bonjour à tous vos invités. Merci de ce débat qui est comme d'habitude toujours très intéressant. Que dire ? Moi, je me pose beaucoup de questions parce que je suis également issue de l'immigration. Mes grands-parents étaient immigrés italiens. Ils ont fui la guerre, ils se sont intégrés. Mon grand-père s'est battu pour la France, a obtenu sa nationalité française grâce à ça.
Donc c'est vrai que je m'interroge. Mon mari est étranger. Voilà, il est russe, il est venu sur le territoire avec un visa et il a fait ses papiers, ses démarches après. Mais je vous avoue que voilà, moi j'ai une de mes cousines, elle a une ONG également sur Toulouse et le travail qu'elle fait, elle le fait sur le terrain. Elle va au Burkina Faso, elle va aider les gens là-bas. Elle leur donne la possibilité de vivre dans leur pays de manière digne. Et je trouve que ce qu'on devrait faire, c'est ça. C'est pas forcément aller chercher des gens, parce que il faut pas se voiler la face. On sait très bien que aujourd'hui, le migrant a un coût et une valeur surtout, parce que je connais beaucoup d'ONG, je connais beaucoup d'organisations et d'associations, et il faut pas se mentir, il faut pas mentir aux gens. Si le migrant a une valeur, le problème il est là, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une marchandise. Et je trouve que si, en fin de compte, quand on utilise les migrants et qu'on les ramène sous couvert de ils sont en danger dans leur pays, il faut les ramener, mais en même temps on leur fait payer quelque chose dans ces cas-là, quand ils atterrissent en France, enfin, quand ils arrivent en France, ce qu'il faut, c'est que les ONG les accueillent, prennent à leur charge les frais jusqu'à ce que légalement ils obtiennent des papiers. Et dans ces cas-là, moi je pense que dans ces cas-là, les ONG, oui, elles seraient totalement honnêtes et elles nous amèneraient des migrants effectivement qui seraient en danger. Je voudrais que là, elles feraient vraiment elles feraient un vrai filtre à l'origine. Si demain c'est elles qui doivent payer, elles feront un vrai filtre. Sinon, leur travail pour moi, c'est d'aider les gens sur place et de faire en sorte de faire bouger les choses sur place. Alix Geoffroy va vous répondre dans un instant. Damien Lempereur, sur cette idée plein de bon sens. C'est l'expression du bon sens. Moi, je ne considère pas non plus que le destin d'un travailleur africain, c'est de finir clandestin, exploité sur un chantier à Paris ou à Londres. Et je pense qu'on peut avoir une politique très rigoureuse en matière de régulation des flux migratoires et être profondément humaniste. Et moi, je reproche notamment au gouvernement français de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une politique très laxiste en termes d'immigration qui ne profite pas aux personnes qu'on ne peut pas accueillir dignement et qui d'ailleurs, parce qu'on parlait du droit d'asile, mettent en danger ce qui véritablement pourrait, et c'est tout l'honneur de la France, de garantir le droit d'asile, qui pourrait avoir besoin de la France, puisque en raison du détournement massif de la procédure de droit d'asile, aujourd'hui vous avez même 80% des gens qui sont déclarés comme non recevables, non éligibles au droit d'asile qui restent sur le territoire, donc en réalité on n'est même plus capable d'accueillir 80%. Oui, plus de 80%. Les déboutés sont jamais renvoyés pratiquement. Donc vous n'êtes même plus aujourd'hui en capacité d'accueillir ceux qui ont vraiment besoin de la France, et je crois qu'à l'inverse, le rôle de la politique serait en parallèle d'une politique très rigoureuse en matière de flux migratoires, d'établir des véritables partenariats de développement avec l'Afrique pour justement pouvoir stabiliser ces populations. La francophonie est un atout magnifique pour notre pays. Nous avons 1000 choses à faire avec les pays africains sur le Sahel. Il faudrait les aider ça nous ramène Damien Lempereur à ce qu'évoquait Cynthia. On fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et elle a raison, Cynthia. De travailler en amont, effectivement, sur le terrain. Ça se fait, donc, Alix Geoffroy, ça, non ? Mais oui, bien sûr, évidemment. C'est pas nouveau du tout, depuis des années. Mais c'est simplement qu'une fois que les personnes sont là et vivent dans des campements, dans des conditions complètement insalubres et terribles au quotidien, et oui, il y a d'autres associations qui se mettent aussi à les aider. Mais évidemment que les personnes sont aidées dans leur pays très souvent. Par contre, le développement, etc., ne peut pas faire grand-chose pour des situations aussi complexes que l'Érythrée ou le Sud-Soudan. On aide aussi les personnes là-bas, mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est possible. Un autre enjeu quand même. C'est possible pour certains pays, mais moins ceux qui sont davantage. Mais les demandeurs d'asile aujourd'hui en France, Patrick Roger, sont albanais. La première nationalité, ce sont les Albanais. On nous parle toujours de l'Érythrée et du Soudan. Et peut-être qu'effectivement, on accueille mal peut-être qu'on accueille mal des gens qui auraient vraiment besoin. Mais la réalité, c'est parce qu'on est submergé par des gens. La Côte d'Ivoire également très très haut dans les demandes d'asile en France. Il y a énormément de Tunisiens qui arrivent. On fait tout à l'envers. En Italie, il y a une démocratie en Tunisie. Donc on mélange tout. On mélange le migrant qui fait croire qu'il est un demandeur d'asile avec le vrai. Moi, je pense qu'il faudrait déjà une sélectivité. On devrait accueillir ceux qui partagent nos valeurs. Pourquoi l'Angleterre a refusé des gens comme Asia Bibi ou une personnalité chrétienne persécutée en Iran. Ça me paraît scandaleux. Alors que de nombreuses associations ont accueilli des migrants dont on sait qu'ils mettaient à la mer les chrétiens. Ils jetaient à la mer les chrétiens. Quel genre d'islamisme vous croyez que c'est quand sur un bateau vous avez des gens qui mettent les chrétiens à la mer? On a accueilli des centaines de milliers d'islamistes en Sicile. La Sicile a accueilli à elle seule 600 000 migrants, dont une grande majorité de faux
demandeurs d'asile qui sont essentiellement des islamistes, des gens qui ont une idéologie islamiste. C'est extrêmement dangereux. Et les réseaux de trafiquants de migrants, c'est les mêmes que les réseaux qui passent les armes, la drogue et les islamistes. Sont des mafias. Donc il y a un problème sécuritaire énorme là-dedans. Alex Geoffroy, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur les camps de migrants, puisque vous y êtes au quotidien, quoi. Même si aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais il y a une grève, quoi. Qui vous voyez ? Ce sont des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Sud-Soudanais, des Koweïtiens, etc. Et ça, je voudrais juste répondre à ce que vient de dire mon voisin, qui est extrêmement dangereux et qui est exactement la cause en fait de tous les problèmes qu'on peut avoir en ce moment, parce que c'est cet amalgame et ce fantasme entre les migrants et l'islamisme qui est la cause de beaucoup de nos problèmes d'intégration et de crainte par rapport aux migrants qui donnent ces situations aujourd'hui. Si les réfugiés étaient un peuple, ils auraient le taux de criminalité le plus bas de toute l'histoire du taux de criminalité depuis que ces chiffres existent. C'est parce qu'ils constatés en Italie, on constate l'inverse. Ils sont par définition délinquants puisque clandestins. Donc déjà. Oui, mais je viens de vous expliquer. On en a parlé juste avant cet argument. On ne va pas recommencer toutes les 2 minutes à chaque fois quand même. Là, il y a un travail pédagogique qui est énorme. S'il faut tout refaire toutes les 2 minutes. Chère madame, ils ont violé le droit. Ils sont arrivés légalement. C'est pas la même chose que de commettre en fait des vols. C'est quand même. On vient de parler de la Convention de Genève. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée de rester sur un territoire, les États-Unis, le Japon, et certainement ça se passerait très mal pour moi si j'étais en situation irrégulière. Il y a une immense naïveté française de considérer, alors que nous sommes le pays déjà le plus accueillant, qui accueille le mieux. J'en ai marre aussi de cette culpabilité. Le plus accueillant qui accueille le mieux. Voilà, c'est ça. Ça résume tout. Citez-moi un pays dans le monde. Je vous mets au défi de citer un seul pays dans le monde qui accueille mieux que la France, y compris les clandestins. L'Allemagne juste à côté déjà. On commence. Je crois que vous connaissez pas la Seine-Saint-Denis ou Saint-Étienne. Ça se saurait si on n'avait jamais accueilli des millions de personnes. Ça se saurait. Demander aux habitants de Saint-Étienne ou de Dreux ou de la Seine-Saint-Denis. Mais venez sur les campements. Je me demande si vous avez des yeux par rapport à ça. Je vous invite à aller ensemble sur les campements. On va voir si la France n'a jamais accueilli la population. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, puisque c'est aussi pour la raison pour laquelle on fait le sujet aujourd'hui, on a débattu de ce sujet, c'est qu'il y a une grève pour protester après les propos de Christophe Castaner, notamment. Non, rien à voir. Non. Ensuite, il a rajouté ça par-dessus, mais non, ça n'a pas de lien. C'est une décision qu'on a prise il y a plusieurs semaines avec 17 autres associations. Ça va des ONG internationales à des tout petits collectifs citoyens. Toutes les personnes qui travaillent en aide aux migrants à Paris, on interrompt aujourd'hui toutes nos activités. Uniquement à Paris, pas dans la France entière? Non, pour l'instant, c'est à Paris. À Paris. Et pourquoi? Pour protester contre toutes les actions qu'on fait qui sont de la responsabilité de l'État, de l'accueil des demandes d'asile qui ne peuvent pas être déposées. Parce que c'est tout bête, ça commence par l'appel d'un numéro de téléphone unique de l'OFI qui ne répond pas, donc ça laisse les personnes dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas déposer leur dossier. C'est des conditions sanitaires sur les campements qui sont absolument terribles, des gens qui restent dans des conditions de sécurité et de maladie pendant des mois et des mois parce que les démarches n'avancent pas. Et on a fait tout un battage médiatique il n'y a pas très longtemps sur le fait, avec la nouvelle loi Asile-Migration, que la demande d'asile prendrait moins de temps. Et en fait, cette pression de temps a été mise uniquement sur les demandeurs d'asile et non pas sur les structures qui sont censées étudier les dossiers. Merci. Donc aujourd'hui, Alex Geoffroy, coordinatrice d'Utopia 56, association d'aide aux migrants, Alexandre Delvalle, géopolitologue, professeur à l'IPAG Business School et auteur du livre La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. C'est quand même un titre le titre le plus long du monde. Absolument. C'est voulu. Et Damien Lempereur, bien sûr, qui est porte-parole de Debout la France. Et merci d'avoir appelé. Merci nos auditeurs de nous avoir appelés ce matin. Et on passe à Trina. Bonjour Trina.